Alors maintenant, nous allons passer à notre première conférence qui posera les bases essentielles, c'est-à-dire où en est l'IA aujourd'hui et que peut-elle réellement faire. Notre expert invité mettra en lumière les impacts sur les métiers culturels et démystifiera les mythes entourant l'IA. Alors, sans plus tarder, je vous présente Dave Anctil, expert conseiller en IA à la Faculté des arts et sciences de l'Université de Montréal. Il est aussi professeur au Collège Jean-de-Brébeuf. Il est également chercheur affilié à l'Observatoire international sur l'IA et chercheur associé en éthique de l'IA au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. Je vous rappelle que vous allez pouvoir envoyer vos questions au fur et à mesure de sa présentation via MurWeb et je reviendrai donc pour la période de questions. Est-ce qu'on peut l'applaudir, mesdames et messieurs? Merci. Je vous apporte ça. Voilà. Bonjour tout le monde. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi je ne suis pas un artiste. Je suis un scientifique, un intellectuel. Alors, après cette belle lecture du manifeste, j'espère pouvoir quand même soutenir la conversation avec vous. Est-ce qu'on peut projeter le PowerPoint? Oui, parfait, c'est déjà fait. Merci. Alors, aujourd'hui, je vais parler principalement de la technologie dont on parle, c'est-à-dire dont on parle beaucoup et mal, l'intelligence artificielle, qui est plusieurs choses. C'est un domaine de recherche, l'intelligence artificielle, et non une entité précise. C'est en fait toutes sortes d'approches de la technologie numérique et en particulier de la programmation d'algorithmes qui nous permettent d'effectuer toutes sortes de choses dans l'environnement informatique et numérique de notre époque, c'est-à-dire beaucoup de choses dans notre réalité d'aujourd'hui puisque les technologies numériques sont omniprésentes. Alors, la technologie dont on parle le plus depuis la sortie de ChatGPT d'OpenAI en novembre 2022, c'est bien sûr l'IA générative. Et c'est celle qui préoccupe le plus différents domaines, mais notamment les domaines de la culture. Pourquoi? Comme son nom l'indique, l'IA générative peut générer des contenus, les textes par exemple, mais aussi des images, et on va en parler un peu plus tard, de l'audio, de la musique, de la vidéo, et ainsi de suite. Alors, dans le petit schéma que j'ai placé là, on va parler donc de cette technologie-là, l'IA générative, qui est un domaine d'application de l'apprentissage profond, qui est l'utilisation de réseaux de neurones artificiels. Les réseaux de neurones artificiels, ce sont des métaphores des neurones biologiques. Alors, ce ne sont pas des mini-circuits qui ressemblent aux neurones qui se trouvent dans votre cerveau et dans votre intestin, mais bien des fonctions mathématiques qui sont organisées d'une certaine façon pour traiter l'information d'une manière efficace et analogue à l'intelligence biologique humaine. Et bien sûr, depuis la sortie de ChatGPT, on a découvert dans le grand public l'existence d'une certaine approche qui est une forme, une organisation qu'on appelle une architecture, qui est celle des Transformers. Et cette architecture-là, bien sûr, elle a réalisé des avancées majeures qui ont permis notamment un traitement de texte avancé. Ce sont les grands modèles de langage, LLM en anglais pour Large Language Models. Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, si on donne un exemple comme le service le plus utilisé au monde en ChatGPT, en fait, derrière ChatGPT, qui est le service que vous utilisez, il y a toutes sortes de modèles. Alors, je vais revenir sur cette notion de modèle. Elle est très importante parce que cette technologie fonctionne avec des statistiques, donc la modélisation statistique de l'information. Alors, quand vous interagissez donc avec ChatGPT, dans la version gratuite, vous interagissez avec le modèle GPT-4o présentement, qui est un modèle très polyvalent, très efficace, et ainsi de suite. Il est aussi multimodal. Je vais y revenir tout à l'heure. Ça veut dire qu'il n'interagit pas simplement au plan textuel. Vous pouvez aussi intégrer des photos. Vous pouvez parler directement au modèle. Il a la reconnaissance vocale, et ainsi de suite. Il est également capable de vous répondre et tout ça. Mais il y a d'autres modèles sur la plateforme ChatGPT avec laquelle vous interagissez, et ces modèles-là ont des spécificités importantes, notamment les modèles O1, O3, O4 sont des modèles dits de raisonnement, c'est-à-dire des modèles qui vont utiliser beaucoup plus de puissance de calcul pour résoudre des problèmes plus difficiles. Alors, c'est cette variété des technologies qui se trouvent derrière le service qui explique notamment la performance accrue de l'intelligence artificielle dans différentes activités. Alors, je disais tout à l'heure qu'il s'agissait de modèles. Ce sont donc des machines statistiques. Essentiellement, je vais revenir sur la question de leur fonctionnement et leur entraînement, comment on les développe,
Mais grosso modo, l'IA générative, ça fonctionne avec une entrée, un traitement et une sortie, comme tout système informatique. Et vous voyez ici le fameux transformer. Alors, on peut prendre, par exemple, une entrée textuelle, seulement quelques mots, ce qu'on appelle un prompt en anglais, qu'on traduit différemment par invite et instruction. Moi, je préfère instruction, c'est plus informatique. Alors, on entre quelques mots et on obtient une sortie. Donc, si je demande, par exemple, de composer un conte pour enfants, alors je peux tout simplement lui demander d'en inventer un. Ça ne sera généralement pas très intéressant, ou je peux lui donner des idées pour qu'il crée quelque chose, plutôt génère quelque chose, à partir de ses idées. Donc, qu'est-ce que fait le modèle? C'est qu'il essaie de calculer la suite de chaque mot dans une phrase, la suite de chaque phrase après chaque phrase, de chaque paragraphe après chaque paragraphe, de chaque chapitre après chaque chapitre. Il élargit le contexte, il émet une prédiction. Donc, autrement dit, c'est une version très sophistiquée de la technologie des autocomplete. Vous vous rappelez sur vos téléphones quand c'est apparu, on vous fait des suggestions, on essaie de prédire c'est quoi la probabilité que le prochain mot soit celui qu'on vous propose. Parfois, ça fonctionne, parfois, ça vous met en beau fusil, parce que ça ne fonctionne pas toujours bien. Alors, on a poussé cette idée de base à un niveau exceptionnel, et c'est pour ça que ChatGPT et les autres IA génératives sont capables d'y arriver. Donc, qu'est-ce qui fait que cette technologie-là progresse si rapidement? D'abord, c'est la taille des modèles, c'est la représentation, la modélisation de l'information qu'on a utilisée qui a été agrandie. Alors, on s'est rendu compte qu'on pouvait augmenter de manière considérable la quantité de données d'entraînement qu'on donnait à ces modèles-là et ils gagnaient des capacités. Alors, c'est ce que vous voyez ici, c'est un vieux modèle de langage qui s'appelle PaLM de Google. Et c'est ce qu'on appelle les scaling laws, c'est une représentation où vous avez le nombre de paramètres du modèle. En gros, les paramètres, ça représente à peu près les connexions synaptiques dans votre cerveau entre vos neurones. C'est un peu la même chose par analogie métaphorique, c'est-à-dire la relation entre les fonctions principales des nodules à l'intérieur du modèle. Donc, grosso modo, on augmente la quantité d'informations, donc de données d'entraînement, et on découvre que le modèle développe des nouvelles capacités. Alors, c'est aussi simple que ça, c'est une découverte empirique qui nous a permis de développer des modèles beaucoup plus performants qui étaient capables de faire des choses qu'on n'avait jamais considérées possibles pour des modèles de langage. Autrefois, les modèles de langage étaient spécialisés dans un type de tâche. Par exemple, la traduction automatique, c'était extrêmement important. Et on s'est rendu compte qu'ils étaient capables de faire de la poésie, qu'ils étaient capables de faire du raisonnement mathématique, la programmation, et ainsi de suite. Alors, si on parle d'IA générative, c'est déjà un peu dépassé. Par là, je veux dire que depuis la sortie de ChatGPT, l'IA générative, évidemment, est devenue un phénomène mondial, grand public. Tout le monde, ou à peu près tout le monde, les utilise d'une manière ou d'une autre, plus ou moins professionnellement, plus ou moins pour s'amuser. Mais surtout, les professionnels ont découvert des applications tout à fait intéressantes de l'IA générative dans leur domaine. On les utilise notamment pour faire de la programmation, on les utilise pour faire toutes sortes de choses intéressantes, générer des images, retravailler ces images-là, utiliser dans le logiciel Adobe, dans la suite Adobe pour faire des choses très intéressantes d'un point de vue visuel. Mais ce n'est pas l'objectif, bien sûr, de l'industrie qui développe cette technologie-là. L'industrie, bien sûr, elle est toujours intéressée à sortir des applications et des logiciels qu'on va acheter ou pour lesquels on va payer un prix mensuel. Mais ce n'est pas son objectif ultime. Elle n'aurait pas investi des centaines de milliards de dollars uniquement pour fabriquer des nouveaux produits qui fonctionnent un peu mieux que les produits logiciels classiques. L'industrie a une vision à long terme. Puis par long terme, je veux dire pour les prochaines années, pas pour les prochaines décennies, pour les prochaines années. Donc, les grands modèles de langage, ils fonctionnent bien. C'est une solution à l'intelligence artificielle qui est assez satisfaisante, malgré toutes ses limitations, malgré ses biais, malgré les hallucinations, c'est-à-dire la génération de contenus qui sont faux ou qui sont complètement à côté de la plaque. Elle fonctionne. Et ça, c'est super important à comprendre du point de vue de l'industrie. Lorsqu'une technologie est capable de fonctionner, après ça, on essaie de voir comment on peut la perfectionner et la déployer. Et là, on est dans une phase critique. En 2025,
Vous en avez peut-être entendu parler dans l'actualité. On est dans la phase dite agentique. Qu'est-ce que ça veut dire, la phase agentique? Ça veut dire que nos outils d'IA générative sont en train de se développer des capacités à utiliser d'autres outils logiciels, d'autres outils d'intelligence artificielle pour décupler ces capacités et aussi, bien sûr, pour diminuer les erreurs de fonctionnement. Alors, je donne un exemple très simple à comprendre. Si j'utilise ChatGPT pour faire, par exemple, de la comptabilité, il n'est pas très bon parce que les modèles de langage, pour toutes sortes de raisons assez compliquées, ne sont pas très bons en arithmétique. Ils font des erreurs de calcul assez élémentaires. Mais ChatGPT est capable d'utiliser un logiciel de calcul qui, lui, ne fait pas d'erreur. Alors, vous voyez l'idée. Un outil d'IA qui utilise d'autres outils d'IA va réduire sa marge d'erreur. Et c'est cet apprentissage d'utilisation polyvalent de différents outils qu'on est en train d'expérimenter aujourd'hui à l'ère contemporaine de l'intelligence artificielle. Alors, un outil qui utilise d'autres outils, comme on appelle ça, on ne peut pas juste l'appeler un outil, on l'appelle un agent. Alors, un agent informatique, comme dans The Matrix, ils n'étaient pas sympathiques, les agents, Agent Smith et compagnie, mais bon. Alors, où on s'en va avec ça? Pourquoi cette phase agentique? Elle vise à faire quoi? Bien, elle vise à faire en sorte, bien sûr, que l'IA générative puisse devenir un service capable d'effectuer des tâches plus complexes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'humains pour être capables d'être réalisées. Et c'est la prochaine phase qui va commencer en 2026, année d'ailleurs où prendra fin l'entente faite avec les syndicats artistiques d'Hollywood. C'est en 2026, fin juin 2026 que ça va prendre fin. Alors, j'y reviens dans un instant. Alors, on s'en va vers une ère de système multi-agent. Donc, un agent, c'est un outil qui utilise d'autres outils. C'est quoi un système multi-agent? C'est plusieurs agents qui collaborent ensemble pour être capables de créer une chaîne de production. Et c'est là que, bien sûr, on doit juste revenir un peu en arrière pour comprendre le problème et les enjeux. Alors, revenons un peu en arrière. Comment on développe un système d'intelligence artificielle basé sur ces grands modèles statistiques dont je parlais tout à l'heure? Bien, ça nous prend d'abord le plus de données possible. On l'a vu tout à l'heure, pour qu'il y ait émergence de capacités, pour que le modèle soit intelligent, qu'il soit capable de faire différentes choses, de savoir quoi faire et quel outil utiliser pour parvenir à son objectif. Il doit avoir une représentation du monde qui soit la plus riche possible. Et cette représentation du monde, pour qu'elle soit la plus riche possible, bien, elle demande la plus grande quantité et la plus grande diversité de données possibles. Alors, qu'est-ce que font les grandes entreprises comme Google, OpenAI, Microsoft et compagnie? Bien, ils vont chercher toutes les données disponibles légalement et ensuite toutes les données qui sont disponibles illégalement et de manière non éthique. Alors ça, c'est le premier péché originaire dans cette approche industrielle de la création de ces systèmes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire le vol de données des personnes créatives. Pourquoi? Parce que ces données-là vont augmenter la finesse, la complexité, la polyvalence de ces systèmes-là. Alors, l'industrie a fait le choix de violer les droits d'auteur, de ne pas respecter le consentement parce que c'était facile de le faire et parce qu'ils avaient une chance raisonnable de s'en sortir sans conséquence. Alors, c'est le principal problème. Maintenant, une fois qu'on a des données, on veut organiser ces données pour que ça serve au système d'intelligence artificielle au moment de leur entraînement, parce que des données brutes ne servent pas nécessairement à grand-chose. On doit les raffiner, on doit les transformer d'une manière qui va augmenter leur valeur pour entraîner ces modèles-là, pour les développer. Alors, c'est ce qu'on appelle le pré-traitement des données. Et bien sûr, quand on pense à un système d'intelligence artificielle, on pense d'abord à des algorithmes qui vont traiter ces données-là, mais en fait, il y a plusieurs couches d'algorithmes. Et c'est ce qu'on a fait aussi comme progrès dans les dernières années. On a raffiné les approches algorithmiques. Mieux encore, aujourd'hui, on a des systèmes d'intelligence artificielle qui sont spécialisés dans le développement de nouveaux algorithmes et de nouvelles fonctions de calcul, notamment du calcul matriciel. Tout récemment, un système de Google, AI Scientist, est parvenu justement
à faire une découverte majeure en mathématiques sur une manière plus efficace de faire du calcul. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle développe les algorithmes et les techniques qu'on va utiliser pour les entraîner. Mais ensuite, ça prend une phase où on va tester le système pour véritablement l'entraîner aux tâches qu'on veut qu'il fasse. Est-ce qu'on veut qu'il crée, qu'il génère de la musique, de la vidéo? Est-ce qu'on veut qu'il génère du texte, des scénarios, et ainsi de suite? Alors, il faut le tester, il faut lui montrer s'il est bon ou pas et ajuster les pondérations du modèle, c'est-à-dire les fonctions statistiques à l'intérieur. Et c'est là qu'il y a un deuxième péché, si vous me permettez, une deuxième faute morale majeure, c'est qu'on va utiliser les travailleurs du clic pour le faire. Ça nous prend des milliers d'humains qui vont donner un feedback au système pour dire au système s'il est bon ou s'il est mauvais. Et c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement avec interaction ou rétroaction humaine. Et qui fait ça? Des gens dans les pays en développement. Des gens qui n'ont pas le choix de le faire pour des salaires de misère. Alors, c'est la deuxième grande faute et la deuxième dimension de l'exploitation de l'industrie à l'égard des humains. L'exploitation des données, l'exploitation de la force de travail des travailleurs du clic, payés à 1, 2 ou 3 $ de l'heure par jour. Ensuite, on veut aligner les modèles et les sécuriser, notamment pour qu'ils ne produisent pas des contenus qui seraient problématiques pour toutes sortes de raisons évidentes. Mais à ce moment-là, il y a aussi un autre choix qui est fait par les sociétés qui les développent, en majorité des sociétés des États-Unis, c'est le choix des valeurs qu'on veut donner au système, de sa vision du monde comme tel. Alors, c'est là aussi qu'on obtient des technologies qui ne sont pas le reflet nécessairement de la diversité de nos sociétés et certainement pas de la diversité culturelle du monde entier comme tel. Et ensuite, on fait des produits. Alors, maintenant qu'on a dit ça, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la technologie, elle est multimodale, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle a été entraînée pas juste avec des données textuelles, mais aussi avec de l'audio, de la vidéo, avec des enregistrements sonores, des milliers d'heures, et ainsi de suite. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modèle est capable de faire toutes sortes de choses. Ça reste un modèle de langage, il interprète le monde à travers la matrice du langage, mais il est capable de naviguer les autres dimensions qui existent dans notre réalité, notamment le son et l'image. Alors, on peut lui demander, par exemple, de générer une vidéo à partir d'une phrase, un teckel avec des lunettes de natation qui nage sous l'eau, ou on peut lui dessiner un sketch pour lui dire tout simplement ce qu'on veut, et on va obtenir la vidéo. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'IA générative d'aujourd'hui, elle est capable de traverser les modalités. Donc, on peut lui donner une vidéo pour lui demander un texte narratif, ou on peut lui donner un sketch, un dessin ou un texte pour obtenir une vidéo ou obtenir éventuellement de la musique. Pour l'instant, la musique est réservée aux systèmes spécialisés. Donc, désolé, je ne sais pas si vous pouvez juste cliquer en haut. Alors, ça a été très vite. La génération vidéo est beaucoup plus complexe que la génération textuelle. Alors, ce que vous voyez ici, c'est ce que ça avait l'air en 2022, un des systèmes les plus avancés, Imagen de Google. Alors, vous voyez que c'était un peu rigolo quand c'est sorti. La plupart des gens rigolaient en disant « Oh mon Dieu, ma job n'est pas menacée du tout, regardez-moi ça, c'est tout croche. » Alors que les spécialistes d'intelligence artificielle, quand on a vu ça, on a fait « Oh my God, la vidéo s'en vient. » Ça veut dire, lorsqu'on est capable de faire quelque chose de base, vous voyez, la pixelisation est vraiment très faible, la cohérence temporelle, la physique, il n'y a rien qui marche dans cette vidéo-là. On est capable de reconnaître un astronaute sur un cheval. Il faut rappeler que 2 ans avant ça, on n'était même pas capable de représenter des objets en utilisant l'IA générative. Alors en 2024, les gens ont compris qu'une fois qu'on est capable de faire ça, on est capable de faire ça, lorsque Sora d'OpenAI est sorti. Alors, c'est un modèle qui est capable de créer une grande cohérence du point de vue de la lumière, de la physique, du comportement des personnages, du réalisme de la vidéo comme telle. Mais c'est déjà dépassé. Alors, dans les dernières semaines, Google a annoncé la sortie de Veo 3. Alors, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont vu un peu les créations qui ont été faites. Je dis création, pourquoi? Parce que c'est des artistes qui ont utilisé Veo 3 pour faire des courts-films. Alors donc, en l'espace d'1 an, depuis Sora, on est déjà rendu à la multimodalité intégrée ou native à l'intérieur des modèles.
Alors, qu'est-ce que c'est VO3? Alors, c'est comme Sora qui génère des vidéos, de courtes vidéos pour le moment, 8 secondes, hein, c'est le temps moyen de la cohérence temporelle, hein, c'est-à-dire le système fonctionne bien à l'intérieur de cette temporalité-là. Bientôt, Google va permettre également la génération de vidéos en 4K, donc en haute définition. Pardon. Mais elle génère aussi en même temps la voix des personnages, la musique, hein, les bruitages synchronisés et ainsi de suite. Et on peut bien sûr intégrer également des commandes pour contrôler la cinématographie. Alors, on va lancer la vidéo. We can talk. No more silence. Yes, we can talk. We can talk. We can talk. We can talk with accents. Oh, I think that would be marvelous. Yes, it is very fun. But Yes, it is very good. It's very fun. I can talk. Yes. We can talk. Yes. Yeah. We can talk. We can talk. We can talk. Yes, We can talk. No. We can talk as cartoons. This is amazing. Imagine all the narrative possibilities. We can sing talk. Let's talk. So, what are we going to talk about now? What are we going to talk about now that we can talk? I have no idea. What do you want to talk about? Now that I can talk. No, Yeah. I don't know if I have something to say. We can talk about how magical this is. I'm a hallucination. I want to say something important, something deep. The future is still in our hands. That's cliche dialogue. Let's not talk. Alors, ici, les testeurs ont simplement testé des formules très simples, c'est-à-dire de demander à des IA comment ils réagiraient, des personnages synthétiques, comment ils réagiraient maintenant qu'ils peuvent parler dans les vidéos comme telles. Mais vous comprenez l'idée, on peut, avec un seul prompt, avec une seule génération, générer une vidéo qui contient des dialogues avec une émotivité, avec quelque chose qui ressemble, qui imite assez bien les humains. C'est encore très imparfait, mais rappelez-vous l'exemple de Imagine tout à l'heure. 8 secondes de cohérence pour l'instant, ça veut dire qu'on peut faire du montage vidéo et, bien sûr, utiliser ce qu'on a créé pour créer une continuité. Et c'est ce que les premiers utilisateurs ont montré sur la plateforme Flow de Google DeepMind. Vous voyez comment ça fonctionne. Alors, vous construisez des bouts de film et ce que vous avez généré précédemment devient le contexte pour la génération suivante, ce qui vous permet par petits morceaux de construire un film plus long comme tel. Alors, c'est important de comprendre que ça ne prend aucune compétence pour faire ça. Même moi, je serais capable de faire des vidéos. Donc, il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de créateur, il n'y a pas d'interprète, il n'y a pas d'artisan, il n'y a pas de technicien. Il y a juste des centres de données qui reçoivent des commandes de la part d'utilisateurs. Pour l'instant, donc, l'abonnement est autour de 300 $ US par mois. Et on est capable de créer des vidéos qui vont bientôt noyer Internet, comme vous le savez. Et évidemment, ça m'amène à réfléchir en profondeur à ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Alors, récemment, Marie-Claude Robichaud, qui est la vice-présidente stratégie multiplateforme et recherche et innovation à Télé-Québec, qui parlait d'un projet innovateur, justement, réalisé à Télé-Québec avec l'intelligence artificielle pour expérimenter et explorer, disait « On ne peut pas rester en mode défensif. Il faut vraiment être en mode offensif, explorer, voir les réactions et les impacts qu'il peut y avoir dans notre marché. » Alors, c'est l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas la création. Les artistes ont toujours utilisé les nouvelles technologies pour renouveler l'art et la création. L'enjeu, c'est la production, ce sont les industries comme telles. Qu'est-ce qui est déplacé? Ce qui est déplacé, c'est, bien évidemment, la capacité à produire ou à fabriquer des contenus qui ont une valeur commerciale. Alors, pour l'instant, et c'est le cas de Mme Robichaud,
ben, on est en train d'explorer comment on peut intégrer les outils. Et c'est extraordinairement pertinent. C'est ce qu'on fait aussi en éducation et en recherche scientifique. On est en train de voir comment on peut intégrer l'intelligence artificielle d'une manière responsable, d'une manière éthique, d'une manière crédible, professionnelle à l'intérieur de nos fonctionnements. Mais ce n'est pas l'objectif, malheureusement, du secteur de l'intelligence artificielle. Le secteur de l'intelligence artificielle, son objectif, c'est de remplacer des emplois. Pourquoi c'est ça son objectif? Parce que c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Hein? C'est simple, on veut vendre des solutions qui vont remplacer des humains parce que les humains coûtent cher, parce que les humains sont désobéissants, parce que les humains ne sont pas suffisamment productifs pour augmenter nos marges de profit. Et c'est là que je vais en venir. Hein? Alors, oui, il faut expérimenter, il faut explorer, mais il faut comprendre où ça s'en va. Et si on regarde ce qui est en train de se faire dans d'autres secteurs et industries, on s'en va vers une automatisation à grande échelle de la chaîne de production. Donc, ce n'est pas les outils d'intelligence artificielle qui sont le problème. Qu'un artiste décide ou pas d'utiliser de l'IA pour faire de la musique, pour faire du cinéma, pour faire des images, l'artiste est libre de créer, d'utiliser tout ce qu'il est pertinent d'utiliser pour y arriver. Puis ben, le public, l'auditoire, les consommateurs sont libres ou non d'aimer, d'acheter et ainsi de suite. Le problème, c'est que l'infrastructure numérique, on ne la contrôle pas. L'infrastructure numérique, c'est les centres de données que possèdent quelques multinationales qui, aujourd'hui, ont une valeur boursière plus grande que le PIB du Canada. C'est eux qui contrôlent l'info nuagique, les centres de données. C'est eux aussi qui contrôlent l'intelligence artificielle, y compris le prix que nous allons devoir payer pour l'utiliser. Alors, je donne un exemple. C'est un exemple hypothétique qui se base sur ce qu'on voit dans d'autres industries, sur la projection de où on veut aller à partir de 2026 avec l'IA agentique et en particulier la multi-agentivité ou la multi-agentique. Alors, imaginons un gros studio, Disney, qui veut voir si, grâce à ce que deviendra éventuellement VO3 dans VO4 ou VO5, s'il peut donc automatiser une partie de sa production. Ben, Google pourrait lui offrir un service complet qui contiendrait les fonctions suivantes. Alors, il y aurait une équipe d'agents qui seraient des scénaristes, donc des IA génératives spécialisées dans la scénarisation, dans l'écriture de scénarios très intéressants, et ainsi de suite. Il y aurait des agents qui seraient spécialisés dans la critique du travail des scénaristes. Évidemment, ils travailleraient ensemble. Et on pourrait immédiatement générer de courts extraits pour voir ce que ça a l'air. Alors, les scénaristes créeraient des scénarios à la chaîne, on créerait des mini-vidéos, et les agents critiqueraient, élimineraient, feraient une sélection dans ce qui est bon et dans ce qui n'est pas bon. Ensuite, on pourrait continuer le processus avec des agents spécialisés pour le montage, pour voir si on peut en faire effectivement un film, par exemple, ou une série télé. Et même chose, on aurait d'autres agents spécialisés dans le contrôle de qualité, qui pourraient indiquer à des humains ou à d'autres IA comment on peut améliorer le produit. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'ici, on n'utiliserait pas des capacités qui sont génériques, au sens où on créerait à partir de rien. On utiliserait quelque chose d'extrêmement important dans le secteur de l'intelligence artificielle, et c'est des corpus d'entraînement spécialisés. C'est-à-dire qu'on se baserait sur des corpus précis pour créer une continuité, une cohérence de la production comme telle. Alors, supposons que Disney, justement, ils veulent produire la prochaine série Star Wars. Ils vont pouvoir nourrir le modèle de Google sur tous les films et toutes les séries télé Star Wars pour augmenter la pertinence de la génération du modèle. Évidemment, comme Disney a les droits intellectuels, les droits de propriété sur cette production-là, il est le seul qui peut autoriser Google à utiliser ça. Donc, l'entente entre Disney et Google serait justement de spécialiser le travail que ferait Google pour répondre aux besoins de production de Disney. Ensuite, Disney pourrait développer ses propres multi-agents pour faire le travail de post-production, mais aussi le travail de marketing, d'adaptation en plusieurs langues, plusieurs cultures et ainsi de suite.
Alors, c'est ça le problème hein, avec l'intelligence artificielle. Et je termine là-dessus. Alors, en ce qui me concerne, je ne suis pas du tout rassuré par rapport à ce qui est en train de se passer en intelligence artificielle parce que, oui, on peut parler de souveraineté culturelle, on peut parler de l'importance de la diversité culturelle et de la découvrabilité, mais si on ne développe pas les infrastructures technologiques et si on n'adapte pas nos lois et nos réglementations, bien évidemment, il y a des gros joueurs, des multinationales, qui, elles, ont une vision très différente de ce qu'on voudrait faire. Et c'est important de comprendre que c'est ces enjeux-là auxquels répondent aussi le manifeste d'aujourd'hui. La concentration économique, bien, elle veut dire l'augmentation des inégalités entre les individus et les peuples. On n'a jamais vu des inégalités aussi stratosphériques dans l'histoire économique moderne. Jamais. Hein? Alors, on parle d'individus qui sont aussi riches que d'autres États complets. Hein, l'augmentation de la productivité n'a rien à voir avec l'augmentation de la créativité. Encore une fois, ce n'est pas une question qui est liée à la technologie elle-même. L'IA peut accompagner la création, peut accompagner, augmenter les possibles dans la création, et c'est extraordinaire. Le problème, c'est le contrôle de la production qui va être lié aux technologies numériques. Alors, les centres de données et les infrastructures d'info nuagiques, les infrastructures numériques, c'est ça qu'on doit être capable de contrôler en partie si on va être capable de faire des choix face à un futur où la concurrence va être totalement déloyale. Et bien sûr, la concentration du pouvoir technologique, essentiellement 2 pays hein, qui dominent totalement, outrageusement ces secteurs-là, les États-Unis et la Chine. Eh bien, ces 2 pays-là ont une attitude complètement, et le ministre de la Culture en parlait tout à l'heure, complètement indifférente au sort des petites nations comme la nôtre et encore plus au sort des petites industries culturelles. Alors, s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, c'est qu'il n'y a pas d'éthique dans le fonctionnement de ces entreprises-là. Et s'il n'y a pas d'éthique, et il n'y aura pas d'éthique s'il n'y a pas de contrôle démocratique. Donc, on doit transformer la question technologique de l'intelligence artificielle en une question politique, transpartisane, hein, qui implique les syndicats, et pas juste les syndicats des milieux culturels, tous les syndicats, hein, parce que tous les emplois sont menacés, les emplois manuels moins à court terme, mais éventuellement la robotique va également les rattraper comme tels. Donc pour moi, l'art, hein, qui étouffe depuis plusieurs années à l'ère du numérique, eh bien, il est comme le canari dans la mine. On a déjà les illustrateurs qui sont impactés de manière majeure dans leur travail. Baisse de revenus et, bien sûr, concurrence déloyale face à des personnes qui sont capables d'utiliser l'IA d'une manière à noyer le marché de l'art visuel. On ne veut pas que les autres arts subissent le même sort. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. On va aller à la période des questions. Vous savez, quand on regarde les sondages des gens qui sont des utilisateurs de l'IA, plus ils l'utilisent, plus ils se posent des questions, plus ils sont critiques aussi. Vous en êtes probablement un très bon exemple. Je pense que de nous avoir présenté les 2 vidéos, donc de 2022 à 2024, et ensuite de nous présenter la longue vidéo qui a été créée, c'est, je ne sais pas, j'ai senti dans la salle une espèce de « ouh », c'est assez paniquant. Effectivement. Une fois que l'intelligence artificielle est capable de faire quelque chose mal, oui, on sait qu'elle va être capable de faire quelque chose bien très rapidement. Rappelez-vous toujours ça, rigolez jamais. C'est la même chose pour la musique actuellement. Oui. L'IA génère de la musique que la plupart des gens, en particulier les musiciens professionnels et les mélomanes, trouvent très ordinaire. Absolument. Mais ça s'améliore extrêmement rapidement. Alors, allons donc à notre période de questions. On a reçu des questions. Je vous rappelle que vous pouvez les envoyer via donc, Mur Web. Allons-y avec une première question de Hélène Reeve qui dit « Yoshua Bengio, le fondateur de Mila, vient de fonder Loi Zéro pour bâtir des systèmes d'IA qui encadreraient les systèmes actuels et qui montrent des signes de comportement trompeur et d'autopréservation. Donc, un système qui ferait un peu la police de tous les systèmes d'IA. Devant ces constats, est-ce que les syndicats en culture du Québec devraient faire la même chose que la Writer Guild of America, donc le syndicat américain des écrivains, qui a fermé la porte à l'IA pour remplacer ses membres? Est-ce qu'on doit prendre une position? Vous l'avez dit que c'est politique. Oui. Alors, le projet de
Yoshua Bengio est un projet très spécifique par rapport à la sécurisation du comportement des systèmes d'intelligence artificielle de nouvelle génération, afin de les rendre sécuritaires, d'avoir des garanties qu'ils ne vont pas adopter des comportements qui sont dangereux ou problématiques. C'est très différent des enjeux qui nous concernent, je pense. Autrement dit, la sécurisation des systèmes, ça serait plus la censure des systèmes. Et on ne veut pas nécessairement ça en création. Par exemple, au Québec ou en France, représenter la nudité, ce n'est pas vraiment un problème. Mais aux États-Unis, qui deviennent de plus en plus conservateurs et puritains, c'est un problème politique. Donc, c'est important de comprendre que la sécurité et le contrôle de la technologie, ce n'est pas la même chose. La sécurité, c'est le comportement de la technologie, alors que le contrôle de la technologie, c'est qui peut l'utiliser, sous quelles conditions, et qui peut en tirer profit. Donc, je dirais que si les syndicats veulent se positionner par rapport à ça, c'est de vouloir avoir des capacités pour être capable de reprendre le contrôle ou ne pas perdre le contrôle, en particulier du point de vue des industries audiovisuelles, par rapport à l'aspect économique de la question. Parfait. Vous venez de répondre donc à la question de Dominique. Quand M. Bengio a lancé ça, il donnait un exemple qui, je pense, était assez frappant. Il disait que dans des tests qu'il faisait, il avait demandé donc à une IA de développer quelque chose. Et à un moment donné, il a dit « OK, arrête-toi ». Et l'IA n'était pas d'accord d'arrêter. Donc, l'IA a commencé à faire des recherches sur le programmateur et a découvert, et là, évidemment, c'est des tests, ça avait tout été organisé, et a découvert que cet homme-là avait une relation extra-conjugale. L'IA a menacé le programmateur en disant « Tu me laisses continuer à programmer, sinon je vais dévoiler aux autres programmeurs que tu as une affaire extra-conjugale. » Donc, c'est pour vous donner une idée comment ce que M. Bengio veut faire, donc c'est-à-dire de pouvoir qu'on puisse être justement cette police. Bien, la leçon de cette histoire-là, c'est qu'il faut être fidèle. Non, la leçon... Revenons aux valeurs humaines. La leçon de cette histoire-là, en fait, c'est qu'il faut comprendre que cette histoire-là, évidemment, qui attire beaucoup l'attention médiatique, elle est faite dans le contexte d'expérimentation qui vise à tester, justement. On veut forcer un peu le modèle à voir est-ce qu'il va y avoir des comportements machiavéliques. Et quand on en découvre, bien, ça nous permet d'apporter des ajustements. Mais c'est important parce que là, les gens s'imaginent que ces systèmes-là ont des intentions, des désirs propres. J'aime pas ça quand les gens parlent comme ça parce que quand on est en train de parler de cette façon-là, on surestime énormément l'intelligence de ces modèles-là. Ce sont des effets indirects de l'ingénierie, de la manière dont on les développe, mais on est capable de contrôler quand même pas mal ça. Donc, c'est pas un scénario, c'est pas le début de Terminator. En tout cas, bref, ça c'est... Oui, mais en même temps, vous dites que ça va vraiment vite, puis il ne faut pas les sous-estimer. Donc, OK, on y va avec Nicolas Girard-Deltruc qui dit « Superbe présentation. Au final, ne panique-t-on pas comme à l'ère de l'industrialisation du siècle dernier? Aujourd'hui, les produits fabriqués à la chaîne coexistent avec l'artisanat qui devient un luxe et possède réellement une part de marché conséquente. » Oui. Et ça, j'aime beaucoup cette question-là parce que je crois que c'est une dimension importante de la projection qu'on doit faire dans les prochaines années. Ce que je veux dire par là, c'est on a tendance à être un peu entiché par rapport à la tendance technologique du moment. Et je pense que la diversité des expressions artistiques, et notamment la dimension artisanale du travail artistique, pensons aux arts vivants, le théâtre n'est pas démodé, l'opéra n'est pas démodé à cause du streaming et ainsi de suite. Je pense qu'il y a beaucoup d'humains qui vont rechercher de l'art 100% humain. C'est-à-dire littéralement avec des décors, avec du maquillage, des costumes. Moi, j'aime l'art artisanal fait de manière la plus traditionnelle possible, mais évidemment, ça va aller en même temps qu'une tendance à, bien sûr, pouvoir produire des effets spéciaux et des visuels, peut-être même des effets sonores aussi, qu'on n'a jamais vus auparavant. Donc, les deux vont cohabiter ensemble. Et ça, c'est important, je pense. Mais en même temps, vous travaillez avec des jeunes. Si ces jeunes-là, je m'excuse, on parle le débat, mais si ces jeunes-là, eux, ne sont nés et non consommés que de l'IA, est-ce qu'ils vont vraiment vouloir? Tu sais, on peut repenser. Évidemment, quand la télévision est arrivée, on s'est dit la radio est morte. Non, la radio n'était pas morte. Mais est-ce que... Elle est revenue avec le podcast. C'est ça, elle a repris une autre forme. Enfin, OK, continuons. Est-ce que la portée écologique de ces systèmes, j'aime cette question, et cela ne devrait pas également peser sur des considérations politiques parce qu'on sait que c'est extrêmement polluant? Oui, alors, quand on fait une requête sur ChatGPT, quand on faisait une requête sur ChatGPT il y a peut-être un an et demi,
c'était environ 10 fois, un peu plus même, que la consommation de la même requête via un moteur de recherche comme Google. Par contre, on a fait des gains d'optimisation importants. C'est important de le dire quand même. Le problème, en fait, ultimement, les services d'IA vont devenir tout à fait soutenables si on les utilise d'une manière raisonnable. Mais le problème, c'est là où on s'en va. Pour créer un univers d'agents d'IA qui vont contrôler les environnements numériques, ça va nous prendre le double, voire le triple des centres de données qu'on a actuellement. C'est ça qui va consommer énormément. Ce ne sera pas l'utilisation des applications de base, l'IA générative, qui vont être vraiment source de pollution. Ça va être les industries, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Les coûts de calcul vont être énormes et bien sûr, le développement de prochains modèles. Si on continue avec en essayant de grossir la taille des modèles, parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, maintenant, de quoi on les nourrit, qu'ils ont dévoré à peu près toutes les données humaines disponibles, bien, on les nourrit de données synthétiques. Alors, qu'est-ce que c'est des données synthétiques? Comme les médias synthétiques, bien, c'est des données qui ont été créées par l'IA. Et les données synthétiques sont particulièrement importantes. Pourquoi? Parce qu'on peut préciser le type de données qui sont les plus efficaces possibles pour entraîner un modèle. Et c'est vers ça qu'on se dirige. Donc, on va créer tout un écosystème de génération de données synthétiques pour entraîner nos modèles qui permettent de développer leur capacité comme telle. Et tout ça va coûter énormément de calcul. Alors, le calcul qui est fait aux États-Unis, dans des États où on utilise encore le charbon et ainsi de suite, ce n'est pas la même chose que le calcul ici au Québec avec l'hydroélectricité en termes d'impact écologique. C'est super difficile parce qu'il n'y a aucune transparence aussi de la part de ces entreprises-là. On est obligé de faire des estimations avec des modèles statistiques pour estimer c'est quoi les coûts de calcul. Ma collègue, j'ai plusieurs collègues en fait qui travaillent là-dessus, puis c'est vraiment pas évident. Donc ça, c'est une autre exigence. On devrait pouvoir exiger de savoir c'est quoi l'empreinte écologique précise. Et les gouvernements ont le pouvoir législatif de faire ça. Ou même comme consommateur de pouvoir le savoir avant de faire cette recherche. OK. Quelles sont les mesures concrètes qui pourraient être mises en place rapidement pour protéger la rémunération des ayants droit? Plusieurs choses, je pense. Moi, personnellement, et là, c'est vraiment personnel, je pense qu'on devrait donner un statut aux artistes et donner une rémunération plus stable qui n'a rien à voir avec la technologie, qui a à voir avec l'importance que la culture a dans notre société. Une fois qu'on a dit ça, c'est ce que je pense. Ouais. Une fois qu'on a dit ça, il faut envisager le fait de doubler et tripler les budgets à la culture. Pourquoi? Parce qu'on va être en concurrence avec des géants qui vont utiliser des technologies. Si ça ne vient pas des États-Unis dans les studios hollywoodiens, les studios de production hollywoodiens, ça va venir de où? De Chine et de d'autres pays qui vont, eux, accepter de le faire. Ils vont faire de la production massive à faible coût, qui va entrer en concurrence avec nos productions, en tout cas nos productions qui veulent concurrencer à l'international. Maintenant, l'autre chose qu'on devrait faire, c'est qu'il devrait y avoir automatiquement une identification de toute production qui est faite sans le contrôle de créatifs humains, pour que les gens puissent faire la différence entre les deux, pour toutes sortes de raisons d'ailleurs aussi qui ont à voir avec l'importance de la vérité, de la transparence, mais aussi pour que les gens puissent choisir. Et présentement, la confiance des citoyens au Québec et au Canada envers l'intelligence artificielle et son acceptabilité sociale est en chute libre. Parce que l'industrie a choisi de perturber la société sans aucune considération. On aurait pu faire les choses très différemment. On aurait pu éduquer les gens, les amener graduellement à pouvoir faire des choix technologiques dans lesquels ils ont été consultés. On a choisi d'aller move fast and break things. Et là, les gens réagissent à ça. Et donc, ça va dans le sens de la question de Pierre Tremblay. Est-ce qu'il existe des applications logicielles qui peuvent détecter les œuvres créées ou générées avec l'aide de l'IA? Pas encore. Alors, quand on parle de texte, par exemple, les détecteurs de texte sont absolument pas fiables. C'est beaucoup plus facile de le faire pour la vidéo parce qu'il y a beaucoup plus de traces. Et Google a accepté pour les créations avec VO3 de mettre un tatouage numérique. Donc, les productions générées par VO3 ont un tatouage numérique qui nous permet de l'identifier. On va terminer avec une question plus philosophique d'Adrian Knight. En tant que société, nous n'avons aucunement pu contrôler les médias sociaux et nous en subissons les conséquences avec l'augmentation de la solitude, la polarisation idéologique, ainsi de suite. Quelle assurance avons-nous que l'humanité pourra survivre le pouvoir et la portée fulgurante de l'IA? Je vais vous laisser entre les mains. On l'a invité, mesdames et messieurs, notre expert.
La question, ben en fait, je Oui. peux y répondre. Je vais jouer au philosophe, justement. La question, Oui. c'est, on ne peut pas le savoir. Hein, parce que c'est quoi la certitude qu'on a? On ne sait pas où on s'en va exactement avec ça. On est à peine en train de commencer à savoir comment vivre dans une société qui est médiatisée à travers les réseaux sociaux, puis on se rend compte qu'on a de la difficulté à s'adapter. Hein. C'est très dur pour nous de résister aux algorithmes de recommandation, hein, à leur côté compulsif, hein, et nous rendre un peu trop compulsifs. L'intelligence artificielle va avoir un impact différent, à mon avis, mais elle va s'intégrer à ces autres dimensions de la technologie. Elle peut les amplifier, mais elle peut aussi les améliorer. Moi, je crois beaucoup à la possibilité que l'IA serve le bien commun, serve le bien-être humain. Je travaille beaucoup dans une perspective thérapeutique, notamment comment l'IA peut soutenir la santé mentale et la recherche scientifique. Oui. Et on a des gains importants de ce côté-là. Donc, c'est important de voir qu'on peut avoir une IA à visage humain, mais dans le domaine de la culture, j'y crois pas. Dans le domaine de la culture, c'est un domaine où l'utilisation qui va être faite par les artistes, c'est très bien, Oui. mais ce n'est pas là que se dirige le secteur technologique, comme je le disais tout à l'heure. Non. Et donc, je suis particulièrement inquiet pour le domaine de la culture. Bien, peut-être on peut terminer avec quelque chose de pratico-pratique. Là. Est-ce qu'il y a des outils d'IA qu'on pourrait dire, peut-être respectueux ou sécuritaires, plus éthiques que d'autres, qu'on peut utiliser sans faire de tort, par exemple au niveau administratif de la gestion des arts ou des tâches en amont dans la pratique artistique? Est-ce que vous pouvez nous suggérer quelque chose? Ben oui, je pense que les services d'IA générative comme Claude d'Anthropic ou ChatGPT d'OpenAI, on peut les utiliser dans le fonctionnement de notre travail d'une manière tout à fait responsable et compétente. Oui. Et ça peut vraiment aider des petites équipes à avoir du soutien. Hein? Une petite équipe qui apprend à bien utiliser l'IA peut analyser des documents, peut s'aider à faire des décisions stratégiques, peut s'aider à faire de la budgétisation. Et tout ça, ça fonctionne très bien quand on apprend à bien l'utiliser comme tel, puis je ne vois pas de problème à cet égard-là. OK. Le problème, c'est quand on veut littéralement remplacer des humains. Alors, soutenir des humains dans leur travail, c'est une chose, mais remplacer des humains, hein, on est en train donc de déshumaniser littéralement le travail, la profession en question. C'est là qu'il y a un problème, à mon avis. Il faut se rappeler que c'est des systèmes qui sont encore, c'est des systèmes probabilistes, hein, donc ça veut dire que c'est des systèmes qui font des erreurs, comme dans tout calcul statistique, il y a une probabilité que ça ne fonctionne pas. Mais c'est des systèmes qu'on apprend à les utiliser correctement, peuvent vraiment nous soutenir et nous aider, mais ils représentent toutes sortes de risques nouveaux qu'on doit analyser, puis c'est un peu le travail qu'on essaie de faire présentement, trouver la manière de collaborer, de cohabiter et de coévoluer avec cette technologie-là. Et peut-être de réglementer éventuellement. Bien, c'est surtout ça que ça nous prend, oui. Exactement. Dave Harrington, mesdames et messieurs, merci énormément. Très bonne présentation. Merci.